Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'évaluation non destructive dans le cas particulier d'ouvrages en béton sur lesquels on va chercher à estimer la résistance mécanique. C'est un problème classique de l'ingénieur et ce qui va nous intéresser ici, c'est de revisiter ce problème en montrant qu'il s'agit en fait de quelque chose que l'on peut modéliser par un processus aléatoire. Nous allons voir comment nous pouvons faire et l'intérêt, l'utilité de ce type de modélisation. On va voir dans un premier temps, on aura plusieurs objectifs, on verra dans un premier temps comment ce problème, donc, qui est habituellement perçu comme totalement déterministe, relève en fait du hasard pour une grande partie. Nous verrons aussi comment ce processus aléatoire peut être analysé, avec quel type d'outils. Et en termes de conséquences, nous verrons comment cela conduit à repenser l'approche traditionnelle de l'ingénierie. C'est ce que nous appellerons un changement de paradigme. Et enfin, nous montrerons comment les outils de simulation nous permettent de reproduire le hasard, ses effets, et donc en particulier le risque, comme cela a été défini dans l'introduction de cette présentation. Nous nous appuierons sur un exemple très particulier qui est celui du contrôle non destructif du béton pour évaluer la résistance mécanique du matériau dans des ouvrages existants. Cette courte présentation sera décomposée en 5 parties. Un exposé rapide pour ceux qui ne sont pas au fait du corpus de ce qu'est l'approche traditionnelle de l'ingénieur sur ce sujet. Nous verrons dans un second temps en quoi et à quel niveau nous avons des incertitudes et donc en quoi le processus peut être qualifié d'aléatoire. Nous verrons ensuite comment les simulations numériques fournissent un outil de base extrêmement utile pour reproduire la procédure. Et nous verrons des exemples de simulations virtuelles pour cette application de contrôle non destructif sur le béton. Et enfin, avant les conclusions, nous tirerons quelques recommandations pratiques pour l'ingénierie du quotidien. Alors pour commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contrôle non destructif et en particulier du béton, l'idée est d'appliquer des techniques non destructives. Deux très communes sont la technique dite du rebond et la technique de mesure de vitesse des ondes ultrasonores dans le matériau. Ces deux informations, chacune de ces deux informations pouvant être corrélées à la résistance mécanique du matériau. Le processus se décompose en 3 grandes étapes, une étape de collecte de données, une étape d'identification de modèles et une étape finale d'estimation de la résistance, processus que je vais détailler, illustrer brièvement. Donc vous avez à gauche et à droite ici 2 images de prise de mesure par le rebond. C'est un système muni d'un ressort que l'on fait rebondir à la surface du matériau, la mesure du rebond étant donc corrélée à la résistance mécanique. Et à droite, on ne voit que l'un des 2 capteurs. Il y a un deuxième capteur dans la main droite de l'utilisateur ici. On propage une onde ultrasonore entre les 2 capteurs et on mesure donc la vitesse de propagation. Donc, comme l'indique l'organigramme, ces mesures non destructives sont ensuite complétées de mesures sur des prélèvements que l'on fait dans le matériau, dans la structure, sur lesquels on va mesurer directement en quelques points la résistance mécanique. À partir de cette phase de collecte de données, on va pouvoir passer à une deuxième partie. On mettra en relation les caractéristiques mécaniques mesurées et les mesures non destructives pour établir ce que l'on appellera un modèle de conversion. C'est la deuxième étape, identification du modèle, qui va porter sur, dans un premier temps, le choix relativement arbitraire d'une famille mathématique de modèles de conversion, par exemple une loi puissance ou une loi linéaire, une droite. Et il faudra identifier les paramètres de ce modèle. Une fois que cette phase sera faite, vous avez ici 2 exemples pour le rebond et pour la vitesse, où l'on a en abscisse la mesure non destructive et en ordonnée la valeur de la résistance mécanique qui sera déduite en exploitant le modèle, c'est-à-dire la courbe qui lie l'entrée ici vitesse ou rebond et la sortie résistance. Et la dernière phase du processus consiste, à partir de nouvelles mesures non destructives, en d'autres points de l'ouvrage, à estimer la résistance en ces points où, bien entendu, on ne dispose pas de la résistance. L'intérêt, bien entendu, dans ce cas-là, va être de pouvoir multiplier des mesures non destructives rapides et peu coûteuses, sans faire de carottage supplémentaire, et donc d'avoir une cartographie de la résistance. C'est ce processus que nous allons étudier plus en détail maintenant.
Je vais l'illustrer, c'est l'une par exemple ici des deux courbes précédentes. Les graphiques représentent nos entrées, mesures non destructives en abscisse et notre résistance mécanique en ordonnée, telle que c'est illustré sur la grille qui est reproduite de la diapo précédente. En rouge, le modèle, et donc en traits pointillés horizontaux et verticaux, ce qui permettra de passer ici de la valeur du rebond, sur l'exemple 47 ou 48, sans unité pour le rebond, va permettre de déduire une résistance mécanique de 55 mégapascales pour le matériau. C'est ce type de courbe qu'utilisent fréquemment, couramment, les ingénieurs. Et nous allons voir que la réalité est évidemment plus riche et plus complexe que cela. Pourquoi ? Premièrement, parce que, eh bien, on dispose d'un modèle, il y en a un tracé sur le graphique, mais ce modèle est incertain. Il va résulter d'une phase préalable, comme on l'a vu précédemment, et nous aurons des incertitudes sur ce modèle, même si ici, un modèle est dessiné sur le graphique. Deuxièmement, quand nous procédons à des mesures pour des raisons variables, diverses, multiples, il y a aussi des incertitudes dans les mesures. Si l'on combine les effets de l'incertitude de mesure et les effets d'incertitude de modèle, eh bien, il en résulte des incertitudes sur la valeur de la résistance mécanique que nous pouvons estimer. C'est la raison pour laquelle nous allons ici étudier plus en détail ce qui se passe. Je vais reprendre la procédure en partant du modèle de conversion. Donc ce modèle de conversion, c'est celui qui permet de convertir une mesure non destructive en une évaluation de la sortie Y, de la sortie résistance. Comme nous venons de l'expliquer, on dispose d'un modèle, on dispose de nouvelles mesures non destructives et l'ingénieur, classiquement, en déduit, en lisant directement sur le graphique ou en utilisant une équation, la résistance estimée. C'est la vision, je dirais, au niveau de base. La réalité, on vient de le voir, est plus complexe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des incertitudes, en particulier dans les mesures non destructives, parce qu'il peut y avoir aussi, je ne l'ai pas dit, des facteurs additionnels. Par exemple, le modèle peut être prévu pour être utilisé dans des conditions climatiques particulières et il peut y avoir une forte chaleur ou une forte humidité qui modifie les conditions. Et puis, on l'a déjà évoqué, le modèle de conversion lui-même est un modèle incertain. Alors, on va remonter au-dessus du trait pointillé et nous intéresser maintenant à la manière dont ce modèle est identifié. Comment est-il construit ? Au moment où on construit, quand on veut construire ce modèle-là, on est aussi soumis à un certain nombre d'incertitudes. D'une part, eh bien, des mesures non destructives. D'autre part, les mesures des résistances que l'on va quantifier sur les prélèvements que l'on va faire pour construire le modèle. Troisièmement, on a des problèmes d'échantillonnage, on n'a pas une population infinie de données, et donc les lois mathématiques de l'échantillonnage s'appliquent au processus qu'on est en train de mettre en œuvre. Des facteurs influents, comme dans la deuxième phase, peuvent intervenir. Et enfin, eh bien, on va faire des choix relativement raisonnés, mais partiellement arbitraires aussi, pour identifier les paramètres du modèle. Et ces choix peuvent avoir une influence sur la précision, et en tout cas sur les valeurs finales qui seront délivrées dans le modèle. Donc on voit par l'ensemble des pavés ici latéraux sur le graphique qu'il y a tout un ensemble de phases et de facteurs qui interviennent tout au long de ce processus d'élaboration du modèle, puis d'utilisation du modèle, et qui font qu'à la fin, eh bien, la résistance estimée, on peut la réduire à une valeur unique, mais en fait cette valeur unique n'est pas représentative et il peut y avoir une incertitude significative sur cette résistance. C'est ce que nous allons étudier maintenant plus en détail. Pour cela, nous allons nous appuyer sur des simulations et je voudrais dans un premier temps expliquer le principe des simulations en l'illustrant sur le cas qui nous intéresse, qui est celui de la procédure d'évaluation de la résistance mécanique de ces ouvrages en béton. Nous avons ici dans le haut de la diapositive le monde réel, c'est notre ouvrage dont les propriétés sont inconnues et que l'on va chercher à quantifier par le biais indirect de mesures non destructives. On procède par des phases que j'ai déjà citées, que je vais répéter dans l'ordre. Premièrement, un certain nombre de mesures non destructives qui vont délivrer des valeurs, avec, on l'a vu, peut-être des incertitudes, certainement même.
D'autre part, on va procéder à des prélèvements, des carottages sur lesquels on va effectuer des essais mécaniques qui vont, pour leur part, nous délivrer un certain nombre réduit de valeurs de résistance mécanique. Ces essais sont coûteux. Souvent, les prélèvements, on cherche à les réduire pour ne pas soit affaiblir la structure, soit nuire à son bon fonctionnement. À partir des valeurs non destructives et des valeurs de résistance, on va construire un modèle, ici noté M, qui relie les valeurs de contrôle non destructif aux valeurs de résistance mécanique. Et grâce à de nouvelles mesures de contrôle non destructif, on pourra estimer la résistance. Voilà ce que l'on fait dans la pratique. Le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas trop quelle est la qualité, quelle est la fiabilité, quelle est la représentativité du résultat que l'on obtient, puisque les propriétés vraies sont inconnues. Et donc, on a un gros point d'interrogation, puisqu'on n'est pas capable de quantifier simplement la distance qui existe entre la résistance que l'on estime tout en bas de ce schéma à la résistance qui reste masquée dans l'ouvrage. Pour ceci, la procédure que l'on va choisir d'adopter est la suivante. On va procéder à des simulations. On va remplacer le monde réel par un monde virtuel qui va exister in silico, uniquement dans l'ordinateur, et que l'on va maîtriser totalement, dans un premier temps. Et on va donc remplacer, bien évidemment, les propriétés réelles par des propriétés simulées, qui seront, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, les propriétés physiques et mécaniques des matériaux, la résistance, son humidité, la carbonatation, qui est un phénomène chimique qui se développe en surface du parement et qui peut affecter les mesures que l'on va faire, par exemple. Et l'on va simuler, dans ce monde virtuel aussi, les propriétés des phénomènes non destructifs, donc la vitesse des ondes ultrasonores, le rebond, etc. Alors, il faut bien entendu que cette simulation de ce monde virtuel soit telle que ce monde soit le plus proche possible du monde réel. On va aussi simuler, créer un second monde virtuel qui sera le monde de l'estimation, de la procédure d'évaluation de la résistance. C'est-à-dire qu'on va suivre la même procédure ici avec les 4 étapes 1, 2, 3, 4 de l'organigramme qui vont nous conduire à procéder à des mesures avec des incertitudes, à procéder à des carottages, à identifier un modèle en suivant une procédure particulière, à estimer des résistances. L'énorme différence avec le monde réel, c'est que la résistance qui est estimée ici peut être comparée à la résistance réelle qui est dans le monde, enfin réelle, pardon, vraie, qui est dans le monde virtuel. Puisque la première, la résistance estimée, résulte du processus de simulation, n'est pas la résistance qui a été simulée, qui est dans la boîte supérieure, et on peut mesurer la distance et mesurer comment cette distance va varier en fonction de toutes les variables que l'on voudra considérer dans le système. Par exemple, la qualité des mesures, la taille, le nombre d'échantillons dans le prélèvement, la forme du modèle de conversion, etc. Voilà le principe que nous allons suivre. L'intérêt de ce recours à des mondes virtuels maîtrisés est multiple. Alors il repose d'abord sur notre aptitude, notre capacité à reproduire le monde réel, aussi bien celui de l'ouvrage que celui de la mesure, que celui encore du diagnostic ou de l'estimation. Mais son avantage multiple est d'abord de simuler des interactions extrêmement complexes qu'il est difficile de traiter d'un point de vue analytique, voire impossible. Il permet de multiplier les répétitions en changeant les valeurs des variables pour un coût nul, alors que, bien entendu, intervenir sur un ouvrage réel est coûteux et ne permet d'accéder qu'à une seule réalisation du processus réel. Et enfin, le recours aux simulations permet de discriminer finement chacun des effets en les analysant et en quantifiant les conséquences sur les résultats. Ici, sur la résistance mécanique évaluée. Alors, cet outil pour l'incertain, ces simulations, en fait, nous conduisent à un changement complet de paradigme. L'ingénieur, avec sa démarche usuelle, traditionnelle, a une vision totalement déterministe. Son objectif, c'est de trouver la valeur estimée de la résistance mécanique. Par exemple ici, dire ma résistance mécanique vaut X mégapascal, par exemple 40. Et donc la distribution de probabilité n'a pas de sens, on est déterministe, il est sûr à 100% que la résistance vaut 40. On sait bien entendu
que ce résultat est totalement stupide, pour les raisons qu'on a évoquées, et que donc se placer dans cette logique-là, c'est se cacher la complexité, c'est en aucun cas se donner les chances d'avoir une prédiction fiable. Nous allons remplacer, avec le type de regard que nous proposons, cette démarche déterministe par une démarche qui consiste à reproduire finalement un processus aléatoire, puisqu'on a des incertitudes qui vont intervenir aux différentes étapes de la simulation, de la mesure, de l'estimation du modèle, etc. Et on va remplacer l'estimation de la résistance mécanique par l'équation peut-être un petit peu compliquée, qui est, ici vous avez une double inégalité qui encadre la résistance mécanique, c'est-à-dire qu'on va quantifier la probabilité que la résistance mécanique soit dans un intervalle autour de la valeur vraie, un intervalle plus ou moins delta x autour de la valeur x, par exemple plus ou moins 4 mégapascales autour de 40, et on voudra être relativement confiant dans cette prédiction. Donc on appellera 1 moins alpha le niveau de confiance. Donc si je prends alpha égale 10%, 1 moins alpha égale 90%. Donc si on dit qu'on est certain à 90%, au niveau de confiance de 90%, que FC est dans l'intervalle entre 36 et 44 mégapascales, ce sera le résultat de notre estimation. Et bien évidemment, on ne peut jamais être sûr à 100%, hein, et donc alpha est le risque résiduel, donc ici le complément de 90 à 100, soit 10% sur cet exemple. Graphiquement, cela revient autour de la valeur de 40 mégapascales à considérer un faisceau, un fuseau, qui s'étend de 36 à 44 mégapascales, qui a une largeur tolérée. C'est finalement l'incertitude que l'on accepte, la tolérance que l'on accepte sur l'estimation finale. Et vous voyez que la courbe orange déborde de ce fuseau et qu'il y a un risque, ici sur l'illustration, un risque de sous-estimation de la résistance ou un risque de surestimation. L'ensemble de ces deux risques, quantifiés respectivement par alpha 1 et alpha 2, font alpha, qui est le risque d'être en dehors de l'intervalle estimé. Donc ici, il est voisin de 20% sur l'illustration graphique. On voit que la tolérance acceptée, la largeur du fuseau et le risque sont liés, bien évidemment. Plus je vais élargir mon fuseau, c'est-à-dire plus je vais être tolérant, plus je vais réduire le risque de me tromper. Et bien entendu, la limite, c'est je suis tellement large que je ne prédis plus rien. Donc il faudra faire un compromis entre la tolérance acceptée et le risque d'erreur. La question de l'évaluation de la résistance mécanique, pour revenir à cet exemple-là, est donc posée de manière complètement différente. Il s'agit maintenant de poser trois questions. Premièrement, quelle est la tolérance que je vise? Deuxièmement, j'accepte quel risque de me tromper? Quel est le risque accepté? Et finalement, de manière pratique, quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre en termes de nombre de carottes, de qualité de mesure, de choix d'approche, pour assurer que j'ai ce risque et cette tolérance effectivement. Ce que je vais présenter ici en bas ne sera pas détaillé, c'est pour illustrer le principe de la démarche. On va être capable de construire, on est capable de construire des courbes de risque. Alors ici, il y a une douzaine de courbes qui correspondent à des bétons de caractéristiques différentes qui ont été simulés. Je vais juste illustrer le principe qui permet de passer du risque à un nombre de carottes, qui est un élément essentiel. Donc l'abscisse sur ce graphique NC, c'est le nombre de carottes qui sera nécessaire de prélever, pour être capable d'identifier le modèle qui nous conduira in fine à la tolérance visée et au risque accepté. Donc on a ici, on est capable de quantifier la manière dont le risque décroît quand on augmente la taille de l'échantillon. Et si j'accepte par exemple un risque de 10%, donc c'est-à-dire je me tromperai dans ma prédiction une fois sur 10 et j'aurai un niveau de confiance de 90% dans ma prédiction, eh bien si je prends l'une des courbes vertes dans cette partie-là, je vois que cela me donne 4 carottes, il est nécessaire que je prélève 4 carottes, alors que avec le même type de mesure, mais pour un béton qui est ici un béton plus variable, il me faudra 9 carottes. Voilà. Alors, les chiffres n'ont aucune importance, c'est juste pour illustrer que ce type de démarche va nous permettre de déduire les moyens techniques qu'il faudra mettre en œuvre pour finement être capable d'estimer la résistance dans les intervalles tolérés. Alors, un effet majeur que je vais illustrer
et l'effet de la qualité de mesure. Sur cet exemple-là, cet exemple de contrôle non destructif, on a un premier effet essentiel qui est celui de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de carottes qu'il faudra prélever pour identifier le modèle, carottes qui sont coûteuses, dont on cherche toujours à réduire le nombre. Et on a un second effet majeur qui est celui de la qualité des mesures. La qualité des mesures va être quantifiée via ce qu'on appelle la répétabilité, c'est-à-dire la variabilité que l'on va mesurer en répétant au même endroit, à plusieurs reprises, la même mesure. Par exemple, la mesure de vitesse ultrasonique, supposons qu'on ait mesuré 4300 mètres par seconde. Si on répète au même endroit, dans le même contexte, la mesure, eh bien, il ne va pas trouver 4300, il va trouver peut-être 4250 ou 4450. Et en répétant un certain nombre de fois cette mesure, on va être capable de quantifier cette répétabilité de mesure, qui est quantifiée ici dans le tableau par ce qu'on appelle le coefficient de variation, ici noté COV, qui est une grandeur adimensionnelle, c'est le rapport entre l'écart type et la moyenne des mesures. Et on va quantifier en s'appuyant sur l'expérience de ces deux types de dispositifs, comme moyenne par exemple, une valeur de rebond obtenue sur ouvrage avec un coefficient de variation de l'ordre compris entre 3 et 7%. Et une vitesse ultrasonique si le coefficient de variation est compris entre 1 et 3%. Un coefficient de variation plus élevé signifie une mesure moins répétable de moins bonne qualité, et inversement, si le coefficient de variation ici est plus réduit, ce qui est très difficile pour le rebond, cette technique ne s'y prête pas très bien, eh bien on a une mesure dite de bonne qualité. Alors, le graphique qui est là, c'est les mêmes axes que sur le graphique de la diapo précédente, illustre justement comment le risque varie. D'une part, on l'a vu avec le nombre de carottes, il se réduit avec le nombre de carottes pour un intervalle de confiance donné. Donc ici, l'intervalle toléré, c'est une résistance que l'on cherche à obtenir en moyenne à plus ou moins 10%. Et trois courbes correspondant à trois qualités de mesure. Une mesure de bonne répétabilité, une mesure en rouge de répétabilité moyenne, courante on va dire, et une mesure médiocre. Si je prends le même niveau de risque, 10% sur ce graphique-là, sur l'axe vertical, eh bien je m'aperçois que cela va me donner un nombre de carottes nécessaire de 3 à 4 carottes si mes mesures sont bonnes, pour obtenir la même qualité d'estimation de 6 carottes si mes mesures sont moyennes et de 11 carottes si mes mesures sont médiocres. Donc on voit qu'on a un impact immédiat, direct et très important, très significatif sur les moyens qu'il faudra mettre en œuvre. Ce que je n'aurais finalement pas payé pour améliorer mes mesures, eh bien je vais devoir le payer en prélevant plus de carottes pour obtenir à la fin la même qualité d'estimation. Je vais terminer donc je ne suis pas bien entendu rentré dans le détail, toutes ces choses-là sont étudiées en particulier dans le cadre de groupes prénormatifs. On peut, à l'issue de cette démarche-là, synthétiser l'ensemble des informations sous une forme directement praticable par un ingénieur. Alors l'ingénieur n'a plus dans cette vision-là un abac aussi simple que celui qu'il y a actuellement dans la pratique, mais qui est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on lit une résistance mécanique en lisant directement, en déduisant de la valeur mesurée par contrôle non destructif, on sait qu'on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on a une valeur de résistance mécanique, mais on sait que, premièrement, ce n'est pas la vraie, et on ne sait pas si c'est surestimé, sous-estimé, à quelle distance elle se trouve de la valeur vraie. Ce que nous proposons, parce que nous avons repensé complètement ici le processus d'évaluation, c'est une approche complètement raisonnée où on maîtrise la cible. La cible, c'est une tolérance visée et un risque accepté sur la grandeur, ici par exemple la résistance mécanique moyenne du matériau. Les deux tableaux qui sont ici correspondent à gauche et à droite à deux niveaux d'exigence. Une moyenne à plus ou moins 15% avec un risque de 10% pour la gauche, et une moyenne plus ambitieuse de plus ou moins 10% avec le même risque accepté. Et les tableaux, les deux entrées, les lignes correspondent aux moyennes de la résistance. Donc c'est des bétons de très médiocres, 10 mégapascales de résistance à 50 mégapascales, ce qui qualifie des bons bétons mécaniquement. Et leur coefficient de variation en colonne de 10 à 30%. Donc des bétons très homogènes ou des bétons au contraire fortement hétérogènes, comme il peut exister dans des ouvrages existants. Ces valeurs sont tout à fait indicatives.
Si j'encadre par un trait noir épais un ensemble, on va dire, de large gamme de béton, hein, pour ne pas prendre de cas particulier, parce qu'en général, on ne connaît justement pas la résistance ni le coefficient de variation. Donc je vais dire, je couvre tous les cas entre 20 et 50 mégapascales et des bétons qui ont un coefficient de variation maximum de 20% à l'intérieur du rectangle de la zone entourée par un trait gras, eh bien je m'aperçois que 4 carottes suffisent pour atteindre le premier objectif à gauche et 8 carottes sont nécessaires pour le deuxième objectif. Voilà le genre de démarches aujourd'hui que l'on peut mettre en œuvre et qui vont permettre de délivrer des prescriptions tout à fait significatives et tout à fait pertinentes aux ingénieurs. Pour terminer et conclure, je dirais que ce que nous venons de faire, c'est d'illustrer qu'un problème classique peut être repensé complètement à partir du moment où on le conçoit comme un problème qui n'est plus d'estimer une vraie sortie, mais de considérer cette sortie comme le résultat d'un processus aléatoire, donc quelque chose que je vais devoir modéliser comme une variable aléatoire et que je vais quantifier en termes de distribution de probabilité. Concrètement ici, il s'agit d'estimer une valeur réelle qui existe, qui est unique mais incertaine, et on va l'identifier, on a proposé de l'identifier via un intervalle d'incertitude avec un certain niveau de confiance. J'ai montré que le processus technique qui conduit à l'identification de la valeur fait intervenir des incertitudes à multiples niveaux de modèles, de mesures, de facteurs incontrôlés, et ces incertitudes et leur couplage rendent toute démarche analytique totalement inabordable. Et nous avons utilisé des simulations numériques qui ont permis une analyse approfondie et une quantification de l'effet des incertitudes, c'est-à-dire de ce que l'on appelle le risque, pour en tirer des conclusions à portée directement opérationnelle pour les ingénieurs, ici en termes de qualité de mesure d'une part et de nombre de prélèvements qui permettent d'atteindre l'objectif que cet ingénieur, l'investigateur, a sur cet ouvrage. Je vous remercie.